Je vous propose de démarrer tout de suite notre édition spéciale avec notre invité du jour, le préfet du Gard, Didier Laugard, qui est avec nous sur notre plateau. Bonsoir, monsieur le préfet. Bonsoir, monsieur Samari. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté de faire confiance à notre rédaction et de pouvoir répondre à l'ensemble de nos questions. La première que je souhaitais vous poser, le gouvernement l'a annoncé, le déconfinement à partir du 11 mai prochain. Je crois que nos lecteurs se posent tous la question, comment ça va se dérouler dans le département ? Eh bien, nous travaillons beaucoup, nous, les préfets, l'administration de l'État et beaucoup les collectivités locales aussi, pour que ça se passe bien. C'est ce que j'espère. Hein. Il y a effectivement beaucoup de choses à régler en peu de temps, hein, puisque qu'est-ce qui va se passer le 11 mai ? C'est pas le déconfinement, c'est le début du déconfinement. Il faut bien faire la distinction entre les deux choses. Hein. Bien sûr. C'est pas, on revient pas le 11 mai à la vie d'avant. On est en train de commencer le déconfinement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les écoles ouvrent. Qu'effectivement, comme vous venez de l'expliquer dans votre éditorial, les parents sont libres d'y envoyer leurs enfants ou pas. Il y aura des précautions de prise. Il y a un protocole sanitaire qui a été établi, donc ça demande beaucoup de précautions, beaucoup d'organisation pour les équipes des mairies, pour les équipes enseignantes, effectivement. Il y a les commerces qui vont rouvrir aussi, qui aussi devront reprendre un certain nombre de précautions. Et puis le principe général sera pour nous tous plutôt la liberté, l'interdiction étant l'exception. C'est-à-dire qu'on pourra effectivement se déplacer, vous l'avez entendu comme moi, à condition de ne pas faire plus de 100 km. Bon, on ne sera pas tenu d'avoir constamment un petit papier sur soi. Donc c'est un changement, mais c'est un changement quand même avec beaucoup de contraintes qui demeurent. Il n'y a pas, vous le disiez, effectivement, d'autorisation administrative que l'on doit avoir sur soi. Est-ce que par contre, le département du Gard, on a la capacité, en restant dans le département, de faire plus de 100 km. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait être contrôlé avec une présentation d'une pièce d'identité, présentation, je ne sais pas, d'une attestation d'adresse de domicile ? Toutes les règles amènent des contrôles. Donc oui, il y aura des contrôles. Ils seront sans doute moins nombreux que ceux qu'on a opérés jusqu'à maintenant, puisque effectivement, je l'ai dit, le principe sera plutôt la liberté de circulation. Mais il y aura évidemment des contrôles, et notamment au sein du département du Gard. Donc il faudra effectivement pouvoir justifier qu'on n'est pas à plus de 100 km de son domicile. Ou alors que si on est à plus de 100 km de son domicile, c'est pour des motifs impérieux, parce qu'effectivement, quand même, on a essayé de laisser une certaine liberté aux personnes qui avaient absolument besoin de se déplacer. Par exemple, pour ne prendre qu'un cas, ceux qui sont chez nous dans des départements voisins qui sont venus passer des confinements là, ou parfois qui ont été pris par surprise, j'en connais, et qui sont là en déconfinement mais qui habitent ailleurs, pourront rentrer à leur domicile, et ce qui fera évidemment souvent plus de 100 km, mais dans ce cas-là c'est autorisé bien sûr. Oui, c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, je crois hier, en précisant effectivement qu'y compris des Parisiens qui pouvaient être en province pourront tout à fait rentrer chez eux dans les prochains jours. Vous le disiez tout à l'heure, vous multipliez depuis plusieurs jours des réunions préparatoires avec les services de l'éducation, avec les collectivités, je présume avec les forces de sécurité aussi sur le territoire. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans cette stratégie de début de déconfinement ? Vous savez, on n'a pas trop de place pour les états d'âme, donc l'inquiétude, on voit bien qu'il y a des sujets qui ne vont pas forcément fonctionner tout seuls, donc il faut beaucoup travailler, mais je vous avoue que le temps n'est pas trop aux états d'âme ou aux inquiétudes. Non, on est surtout préoccupé par le fait de bien réussir cette rentrée scolaire, de répondre aux questions des maires, hein, parce j'ai demandé à mes sous-préfets, avec le directeur académique des services d'éducation nationale, d'avoir des réunions dans les 2 jours qui viennent, hein, donc on a très peu de jours ouvrables. C'est une semaine courte en plus, pour répondre aux questions des maires. Certains sont hésitants, il y en a qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas ouvrir leur école, d'autres effectivement sont encore hésitants. Il faut qu'on leur apporte des réponses sur ce qu'ils auront à faire et l'étendue de leur responsabilité. Quelle sera votre position pour des communes et des maires qui ont décidé d'ores et déjà que l'école restera fermée ? Cette position, elle doit être arrêtée par le gouvernement. Le juriste vous répondra que normalement, un maire ne peut décider de fermer son école que s'il a des situations particulières à sa commune, ce qui n'est manifestement pas le cas dans le département du Gard. Dans aucune des communes qui a annoncé qu'elle avait l'intention de ne pas ouvrir son école, il y a une situation de santé particulière. Je mets au défi les maires concernés de m'apporter la preuve que la situation à Beaucaire, aux Angles ou ailleurs, ou à Anduze, est plus grave que dans le reste de la France. C'est pas sérieux. D'ailleurs, ils ne le disent même pas. Ils estiment que la situation générale, et à ce moment-là, ils se situent sur un plan qui n'est pas celui d'un maire. Un maire est responsable pour une commune, pas pour toute la France. Hein. Bien sûr. Donc, on pourrait en droit contester leur position. La position du gouvernement, pour le moment, c'est plutôt de privilégier la discussion, la conviction. C'est donc ce que je vais essayer de faire. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une forme de souplesse, éventuellement, avec ces maires qui, pour l'instant, ont décidé de ne pas ouvrir leurs écoles. En même temps,
se pose une vraie contradiction avec le discours aussi du président de la République il y a quelques jours, qui lui privilégiait plutôt l'ouverture des écoles pour répondre à cette problématique d'égalité des chances. Et là, je présume qu'y compris à Beaucaire, il y a certainement beaucoup d'enfants qui rencontrent des difficultés aujourd'hui dans un apprentissage à distance. C'est avant tout à eux qu'il faut penser, je pense, dans cette affaire, donc, et non pas s'ériger en protecteur de sa population. C'est pas le rôle du maire, ni en droit, ni en fait. Certains, je n'oublie pas qu'il y a des élections municipales en cours, donc peut-être que certains sont tentés, pour faire valoir leur action, effectivement, de se présenter comme le bouclier contre les méchants au service de l'État, contre tous ceux qui menacent leur population. Ça n'est pas sérieux. J'espère effectivement. Chacun doit être à sa vraie place. Le maire doit apprécier la situation dans sa commune. Et effectivement, on peut tout à fait, le droit permet qu'on décide de prendre une mesure propre à une commune, par exemple fermer une école. Mais encore faut-il pouvoir démontrer ensuite devant un tribunal que la situation dans la commune le justifiait. Et je le répète, ça n'est pas le cas. Les proclamations que j'ai entendues par les uns ou par les autres sont des proclamations qui sont faites sur la base de déclarations générales qui consistent à dire on n'est pas convaincu par le discours national, donc effectivement, on a décidé de prendre des mesures propres à notre commune. Bon, en droit, à mon point de vue, c'est irrégulier. Je le répète, pour autant, pour le moment, on va privilégier la discussion. Vous êtes bien évidemment le premier représentant de l'État dans le département du Gard. C'est très important que je vous pose cette question parce qu'il y a beaucoup de parents qui se la posent. Est-ce que vous, monsieur le préfet, vous assurez aujourd'hui aux parents que s'ils mettent leurs enfants à l'école, ils seront en sécurité ? Mais je n'ai pas de raison de contester des décisions qui sont prises au niveau national. En France, contrairement par exemple à l'Allemagne, la politique de santé est une politique qui est traitée par l'État. Il y a un ministère de la Santé, il y a des experts, que je ne suis pas, vous le savez, qui ont rendu des avis, pas tous d'ailleurs dans le même sens. Une responsabilité a été prise. La responsabilité de décider l'ouverture des écoles a été prise par le Premier ministre, qui l'a annoncé, qui l'a confirmé aujourd'hui au Sénat. Je n'ai, en tant que préfet, en-delà de l'obéissance que je dois au gouvernement qui m'a désigné, je n'ai aucun élément me permettant de contester la situation du département du Gard, comme n'importe quels que soient les chiffres du département du Gard en général, ou de n'importe quelle partie du département du Gard, ne correspond pas à une situation particulière par rapport à celle du reste de la France. Donc je n'ai rigoureusement aucune raison de contester l'analyse nationale qui consiste à décider d'ouvrir les écoles. La responsabilité, elle est prise clairement par le Premier ministre et par le gouvernement. Donc ce débat qui, à mon avis, est un débat qui est un débat largement de posture, qui permet aux uns ou aux autres de se valoriser. Mais c'est pas un débat sérieux sur le fond, étayé par des faits concrets. Ou alors, je répète, amenez-moi des maires qui vous apportent des faits précis, je suis prêt à en débattre avec eux. Je doute, il n'y a pas de données propres à telle ou telle commune qui vont établir qu'ici ou là, il y a une situation tellement grave que l'ouverture nationale ne se justifie pas. Ça n'est pas sérieux. D'autant plus que dans le département, on le dit, depuis le début de cette crise sanitaire, notre département, on va pas dire qu'il a été épargné parce que c'est pas le cas et on va en parler dans quelques instants, mais évidemment avec la forte inquiétude depuis la fin de semaine à Cercavalier. Mais à la fois, on n'est pas dans un département aujourd'hui où il y a une forte inquiétude à déconfiner. La preuve, c'est que les cartes qui ont été présentées et publiées par le gouvernement aujourd'hui indiquent que le Gard est en position vert. Alors, est-ce que ça sera toujours le cas le 7 ? On peut le présumer, mais en tout cas, aujourd'hui, la situation, c'est que de manière globale, le département du Gard n'est pas un département dit dangereux par rapport à la crise du coronavirus. Tout à fait. Il y a une carte qui est faite, qui n'est pas liée à telle ou telle influence, qui est basée sur la pression qui existe sur les services d'urgence. Donc ici, effectivement, nous sommes favorisés parce que nous avons un CHU qui est très performant. Et effectivement, même si dans la dernière semaine, le chiffre de morts dans le département a augmenté, on reste quand même dans les départements qui ont été, malgré cette forte augmentation récente, qui ont été relativement peu touchés par le coronavirus. Donc, en effet, il n'y a pas d'élément objectif pour dire que ce département connaît un risque particulier plus fort que le reste de la France. Sur Cercavalier, on en dit un mot, parce qu'effectivement, c'est, comme je le disais, une vive inquiétude depuis la fin de la semaine, puisqu'on voit une multiplication, effectivement, on a nous-mêmes annoncé effectivement ces chiffres. Est-ce que vous avez aujourd'hui un point précis sur qu'est-ce qui se passe à Cercavalier ? Écoutez, il y a eu une conférence de presse tenue par le directeur général du CHU, Nicolas Best, en présence du délégué territorial de l'ARS que vous recevrez, je crois, bientôt, Claude Rolls. Ils ont donné des chiffres précis, que je vais rappeler, mais qui sont pour moi précis. Je vois bien qu'il y a une polémique qui cherche à s'engager. Je lis les journaux, j'écoute les informations, bien entendu, j'écoute et je lis tout ce que fait Objectif Gard. Mais effectivement, dans la pratique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 18 morts exactement, ce qui est un chiffre important, mais
Et je pense aux familles, évidemment, au drame que ça représente pour les familles. Mais 18 morts, il faut le rappeler qu'il y a 500 résidents. C'est le plus gros établissement de tout le département, avec des cas extrêmement lourds. C'est un établissement qui a une mortalité habituelle hors Covid de 250 personnes par an. Ouais, donc là, on a, depuis le début de cette crise, 18 morts. Bon, effectivement, il y a ensuite un certain nombre de cas suspects qui font l'objet d'expertise pour le moment. Il se peut qu'il y ait d'autres cas dans les jours à venir, mais dans tout cela, je crois que la conférence de presse d'aujourd'hui, je n'y assistais pas, mais j'ai eu longuement le directeur général du CHU et le directeur de l'ARS. On n'a rien caché, tout est sur la table. Après, chacun peut juger. Il n'y a pas une volonté de cacher quoi que ce soit. En ce qui me concerne, j'ai toujours donné les chiffres précis, les chiffres agrégés, hôpital plus EHPAD. Il n'y a pas de polémique sur ce sujet de notre côté, de matière à polémique. Après, on peut toujours en trouver si on le souhaite. Mais de mon point de vue, il n'y a pas matière à en faire une. En tout cas, toutes les mesures ont été prises pour permettre effectivement d'endiguer ou en tout cas de permettre de contrôler ce cluster, parce que c'est comme ça qu'on appelle effectivement des situations un peu à risque comme celle que l'on vit à Serre-Cavalier. On pourrait d'ailleurs dire un mot peut-être sur l'EHPAD Les Sources également à Bagnols-sur-Cèze, parce qu'à toute proportion, il y a finalement plus de morts à l'EHPAD Les Sources à Bagnols-sur-Cèze que pour l'EHPAD de Serre-Cavalier, même si bien évidemment au vu du nombre, c'est ce qui inquiète le plus la population et les gens qui nous lisent. Je le comprends très bien. Et puis il y a les drames humains derrière, surtout vu les conditions, ces personnes âgées. Bon, même si on vient de rétablir les visites, meurent dans la solitude, sont enterrés dans la solitude. Donc c'est effectivement des situations particulièrement dramatiques. Je ne l'oublie jamais. C'est pas des chiffres, des statistiques. C'est d'abord des hommes et des femmes. Hein. Mais effectivement, vous avez raison de le rappeler. Il y a à la fois l'établissement de Bagnols et on peut rajouter celui de Beauvoisin, puisqu'ils ont des chiffres de mortalité presque identiques, avec des effectifs bien moindres que les 500 personnes qu'il y a à Serre-Cavalier. Donc là, on en a 18 sur 500. Bon, Dieu sait, c'est 18 de trop. Je suis bien d'accord pour le dire, mais de là à estimer qu'on a... Alors c'est vrai que techniquement, on peut considérer que ça constitue effectivement ce qu'on appelle techniquement un cluster, une source, un foyer dans lequel il y a un foyer infectieux, hein, tout comme à Beauvoisin, tout comme effectivement à Bagnols. Mais ni plus ni moins. Il y en a d'autres. Nous avons des chiffres dans les autres voisins, l'Hérault, à Moguio notamment. On a des chiffres de mortalité très, très élevés dans un EHPAD. Donc, ce n'est pas une situation propre au département du Gard. Hein, et je ne veux pas banaliser la situation de Serre-Cavalier parce qu'en effet, les chiffres sont préoccupants. Oui. Mais ils sont sur la table, il n'y a jamais eu aucune volonté de les cacher ou de faire un habillage de la réalité comme certains le laissent entendre. Est-ce que ce qui n'inquiète pas non plus à Serre-Cavalier, c'est le fait qu'il y ait pas mal de personnel soignant qui soit Covid-19, ils l'ont annoncé tout à l'heure, ils ont confirmé un chiffre que nous on a pu donner dans le week-end, qui était d'une 50aine de personnes, personnel soignant. Est-ce que c'est pas finalement ça aussi qui inquiète un peu ? Si, vous m'aviez posé la question sans évoquer d'ailleurs spécialement Serre-Cavalier, mais dans une visite précédente, on avait évoqué ce chiffre sur l'ensemble du CHU. Effectivement, 50 personnes, c'est beaucoup. Alors, je rappelle déjà que vous m'avez dit, ont-ils pris des mesures ? Oui, ils en ont pris beaucoup, notamment pour ce qui concerne les résidents. Depuis déjà plusieurs semaines, il n'y a plus de résidents nouveaux pour tarir déjà le risque qui pourrait se créer. Ils continuent à avoir de la demande. Hein, comme cet établissement qui accueille des gens qui ont une situation très lourde, la demande continue. Mais ils la refusent pour le moment pour ne pas, si je puis dire, aggraver les choses. Et en ce qui concerne le personnel dont vous parlez, ils ont fait tourner le personnel. Il y a eu des affectations nouvelles. Donc, le personnel a été dûment équipé. Donc c'est effectivement un chiffre très important, hein, 50 personnes. Mais là aussi, je rappelle qu'il y a 1 millier de personnes sur ce site de Serre-Cavalier. Donc il faut... Et chaque fois qu'on cite ces chiffres, si on les cite dans l'absolu, ça impressionne. 18 morts, 50 personnes touchées dans le personnel, oui, c'est beaucoup. Mais sur combien ? 18 morts sur 500 résidents. 50 personnes, effectivement, Covid+, qui ont été remplacées, bien entendu, sur, effectivement, presque 500 personnes de personnel médical sur Serre-Cavalier. Donc, il faut relativiser les choses sans oublier le drame humain qui est à l'origine et ni les efforts que font les soignants que je n'oublie à aucun moment. Mais je sais simplement de remettre les choses à leur vraie place. Est-ce qu'il y a d'autres clusters aujourd'hui dans le département du Gard ? À ma connaissance, non. On mène une action de dépistage, excusez-moi de cette réponse un peu lente, mais j'ajoute qu'on a une action de dépistage qui est entamée, hein, qui est engagée déjà. Elle va se poursuivre et s'amplifier, vous le savez, avec le déconfinement, mais effectivement, elle est déjà engagée sous mon autorité et sous l'autorité de l'ARS. Nous faisons des actions de dépistage dans tous les établissements où nous avons des cas suspects, systématiquement, et donc je vous dis non, à ma connaissance, il n'y a pas de cluster, on n'a pas découvert dans ces actions de dépistage, pour le moment,
d'établissements ou d'endroits où nous serions passés à côté et on découvrirait une réalité qu'on n'aurait pas soupçonnée. Non, ça ne s'est pas produit, donc non, je ne pense pas qu'il y ait d'autres clusters dans le département du Gard. Une des questions aussi autour du déconfinement, c'est le dépistage, vous en parlez, dépistage des cas suspects dans les établissements de soins ou dans les établissements comme les EHPAD. Mais est-ce que l'une des stratégies aussi pour le Gard peut être d'employer le dépistage massif à travers des laboratoires, j'en sais rien, peut-être des pharmacies, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour pour les prochaines semaines ? Ah oui, absolument, c'est très clairement ce qui est à l'ordre du jour. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on privilégiait deux catégories, si je puis dire, de population. D'une part, les soignants, ça paraît normal et on va continuer à le faire évidemment, et d'autre part les personnes qui présentaient des symptômes, les personnes âgées. C'est comme ça, quand je vous dis qu'on a fait un dépistage, c'est essentiellement dans des EHPAD ou d'ailleurs dans des établissements qui accueillaient des personnes en difficulté, plus généralement. Hein. La nouveauté, si je puis dire, c'est... Alors on pouvait se faire dépister, vous me l'aviez d'ailleurs vous-même rappelé, oui, si votre médecin décidait de vous prescrire des tests. Tout à fait. Là, ça va se dans la nouveauté, la phase dans laquelle nous rentrons maintenant, c'est qu'effectivement, cette intervention des médecins de ville pour prescrire des tests va devenir beaucoup plus importante. D'accord. Et donc, ça va s'ajouter aux autres populations, et donc pour atteindre un chiffre de dépistage beaucoup plus élevé que celui que nous opérions jusque-là. Où c'est qu'on pourra se faire dépister ? Il y a différents laboratoires qui sont agréés. Nous avons une capacité dans le département qui permet de faire face aux besoins sans grande difficulté. On a quelques chiffres déjà de savoir quels sont les objectifs de dépistage dans le Gard ou pas tout à fait encore ? Ce serait, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ce serait de l'ordre de maximum d'un millier par jour, mais que nous pouvons assumer normalement avec nos aux quatre coins du Gard, oui, aux quatre coins dans du les Gard. différents laboratoires qui se trouvent sur le département. Oui, nous avons suffisamment de matière. Quand on faisait le point sur l'Occitanie avec mes collègues il y a 2 jours seulement, et on voyait qu'il y avait seulement 3 départements, ça ne surprendra pas, l'Hérault et la Haute-Garonne évidemment, et puis le Gard qui tirait la épingle du jeu, puisque les autres auront besoin des capacités d'analyse qui sont dans d'autres départements. Les capacités qu'ils ont sur place ne sont pas suffisantes. Chez nous, elles sont suffisantes. Donc on doit arriver à tenir les chiffres que j'ai cités sans trop de difficultés. Comme chaque invité, depuis maintenant plusieurs jours, bénéficie d'une question surprise, d'une personnalité surprise qui a souhaité poser une question à notre invité en plateau. Je vous propose du coup de découvrir tout de suite la question qui vous est destinée, Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, bonjour. Depuis le début de la crise sanitaire, les collectivités territoriales se sont souvent substituées à l'État. Elles vont devoir maintenant faire face à une crise économique et sociale en maintenant le niveau de la commande publique, les subventions aux associations qui ont été très utiles, les engagements auprès des acteurs culturels notamment. Nous avons souvent dénoncé le désengagement financier de l'État avec des transferts de charges non compensés depuis des années. Comment l'État aujourd'hui, qui a les moyens de trouver des sources de financement, notamment en taxant les revenus du capital, comment l'État va-t-il aider financièrement ces collectivités pour qu'elles n'aient pas à faire des choix douloureux et qui seraient préjudiciables à la vie quotidienne des habitants des communes et du département et de la région. Alors avant de vous laisser répondre, Monsieur le Préfet, rappelons que Vincent Bouget est le secrétaire départemental du Parti communiste français, candidat, rappelons-le aussi, au municipal à Nîmes. Quelle est votre réponse sur l'interrogation ? Monsieur Bouget, bien sûr. Écoutez, vous ne serez pas surpris que je ne partage pas exactement sa vision des choses, pas tellement d'ailleurs parce que je suis dans la guéguerre éternelle et ancienne entre l'État et les collectivités locales. Vous savez peut-être, pour la petite histoire, que j'ai passé 15 ans de ma vie à diriger des collectivités locales. Tout à fait. Donc je suis un préfet un peu atypique, qui n'est pas dans la guéguerre entre les uns et les autres. Il est vrai que les collectivités locales, et M. Bouget a raison de le rappeler, sont d'une grande agilité. C'est ça qui frappe quand vous venez de l'État, c'est que tout ce qui est compliqué, parfois côté État, est simple du côté des collectivités. Après, se pose la question des ressources. Alors déjà, je veux dire, c'est vrai que les collectivités ont joué un rôle irremplaçable, et je crois vous voulez qu'on parle aussi des masques, et dans ce domaine, elles joueront encore un rôle essentiel, et M. Bouget a raison de le rappeler. Après, je trouve qu'il passe un peu vite sur le soutien massif apporté par l'État à l'économie, parce qu'on dirait que l'État, à l'entendre, n'a rien fait. Bon, je voudrais rappeler quand même qu'il y a des sommes considérables qui sont en jeu. Je ne vais pas vous asséner tout ça, ça n'aurait aucun sens. Je crois que chacun l'a en tête. Le chômage partiel,
les aménagements de crédit. Je fais le point chaque semaine là-dessus. Donc, le prêt de garantie par l'État. Les aides directes qui ont été accordées à des commerçants et qui, je m'en suis assuré, ont été versées. Moi-même, en tant que préfet à la demande du gouvernement, je travaille déjà depuis plusieurs semaines avec les responsables du bâtiment des travaux publics pour essayer d'obtenir une certaine reprise dans ce secteur. Et ça commence, ça y est, il y a eu l'amorce en matière de travaux publics. L'autre jour, le président départemental me disait, on commence à dépasser les 50% de chiffre d'affaires, donc c'est déjà pas mal, parce que ça veut dire qu'ils ont redémarré. Donc, une vision dans laquelle il y aurait les collectivités qui auraient travaillé, puis l'État paralysé, qui n'aurait rien fait, chacun peut avoir la vision. Non, mais peut-être une question de manière peut-être plus globale, parce que M. Proust, le premier adjoint à la ville de Nîmes, nous en parlait la semaine dernière sur le plateau, dans le cadre de la commande des masques par les collectivités territoriales. Est-ce que l'État prendra bien en charge 50% du montant de cette commande ? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui a été annoncé, qui est confirmé. Nous avons à mettre au point les détails avec les communes, mais en effet, elles seront remboursées sur cette base-là. Il n'y a pas de problème. C'est une mesure qui a été arrêtée. Et puis aussi, je ne veux pas me dérober par rapport à la question de M. Bouget. Il évoque l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire pour aider les collectivités locales ? C'est l'objet de discussions en cours. Le plan est évolutif. Dans l'immédiat, l'idée a été déjà de faire en sorte que toute l'économie ne s'écroule pas. Et l'État, je crois, y a joué son rôle. Les régions, les collectivités aussi. Je ne tire pas tout à la couverture, mais je crois qu'on ne peut pas non plus la tirer de l'autre côté en disant il y a les collectivités qui ont tout fait et l'État rien du tout. Et donc de la même façon, pour la suite, je pense que ce partenariat se poursuivra et qu'on fera en sorte, évidemment, c'est l'intérêt de tous, que les collectivités aient les ressources pour faire face aux besoins de leur population et d'abord faire face à cette crise dans laquelle elles ont joué un rôle essentiel. Ça sera certainement une stratégie dans un second temps, effectivement, de plan de reprise de l'économie et qui passera bien évidemment par le département du Gard. Sur la question des masques, vous en parliez, effectivement, sur cette prise en charge à 50%. Rappelons donc que la distribution des masques qui est effectuée sur l'ensemble du département par les collectivités territoriales est en fait cofinancée par l'État. Il faut effectivement le rappeler aujourd'hui. Alors, il faut le dire, oui, mais en même temps rappeler, rendons à César, surtout dans une ville marquée par Rome, ce qui lui revient, c'est que les collectivités n'ont pas attendu cette annonce pour se lancer dans des commandes. Les principales collectivités du département et d'ailleurs d'autres départements ont fait des commandes importantes. Effectivement, tout l'objectif maintenant va être en liaison avec elles, parce qu'on va essayer d'éviter les doublons. C'est-à-dire que quand une collectivité a prévu, je crois que c'est le cas ici à Nîmes, on est en train de faire l'inventaire actuellement. Le fait qu'on les rembourse, si j'ose dire, qu'on leur paie une partie, c'est une chose. Mais il faut déjà savoir qui fait quoi, qui a commandé. Et beaucoup d'initiatives ont été prises. On va essayer de combler avec leur aide les vides dans ce qui sera mené par les collectivités, puisque certaines ont prévu des actions très larges, d'autres un peu moins, d'autres rien du tout peut-être. Donc on va faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, il y ait une distribution équitable de masques. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Vous restez avec nous encore quelques minutes. On va, dans quelques instants, vous poser des questions sur l'avenir des festivités d'été, parler effectivement, pourquoi pas, de la réouverture des plages. Je crois que beaucoup de nos lecteurs l'attendent. Mais en attendant, je vous propose qu'on fasse un petit zoom rapide. C'est aussi la polémique un peu ce week-end sur l'arrivée des masques dans la grande distribution. Et donc, Stéphanie Marin, notre journaliste qui est avec nous en plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Abdel, monsieur le préfet. Vous êtes allé, du coup, dans une enseigne, on peut le dire, Intermarché Charlemagne à Nîmes, et vous êtes allé voir comment ça se passe avec l'arrivée des masques et comment ça va se dérouler dans ces différents magasins. Et oui Abdel, parce que depuis ce lundi, donc tout comme dans les pharmacies depuis la semaine dernière, et de même que les buralistes, les anciennes de moyenne et grande distribution peuvent vendre des masques désormais. Alors c'est un outil voué à devenir indispensable après le 11 mai, si le déconfinement se confirme, et qui jusqu'à présent est assez difficile à obtenir. Alors pour pouvoir répondre à la demande, Carrefour, par exemple, a passé une première commande au niveau national, 10 millions de masques jetables chirurgicaux. D'accord. Alors pour l'heure, ils ne sont pas mis en rayon, ils sont à disposition en caisse. Et à partir du 11 mai, ce seront plus de 50 millions de masques en tissu lavable et réutilisable qui seront vendus en magasin. Et là, il ne s'agit que d'une première commande pour Carrefour sur un total prévu de 225 millions de masques. Alors, vous nous parlez de Carrefour, mais est-ce que c'est le cas pour d'autres enseignes aussi ? Pour la plupart, en tout cas, chez Intermarché, par exemple, 30 millions de masques ont été livrés pour être mis à disposition des clients dès ce lundi. Pour avoir un aperçu plus au niveau local, nous sommes allés à Intermarché et nous avons rencontré Caroline Gourjon, la gérante de l'Intermarché Charlemagne à Nîmes, un magasin qui enregistre environ 700 passages en caisse par jour. La première livraison a été faite hier soir, mais selon la demande, elle pourra commander plus de masques pour les
semaines à venir. On l'écoute. Ça représente, sur notre première livraison, on devrait en avoir une autre dans la semaine, jeudi a priori, ça représente pour l'instant 150 boîtes immédiates, de 50 masques chacune. Voilà. Pour l'instant, les boîtes sont vendues par lot de 50, bien évidemment, pour une valeur de 29,54 €. Donc vraiment le prix coûtant de cette boîte qui a été commandée par le groupe. Énormément de clients qui appellent déjà parce qu'ils ont été mis au courant que nous avons reçu et que nous avons ces boîtes à disposition. Donc tous ceux qui sont présents commencent à les demander, d'autres commencent à les commander par le biais d'Internet et parfois on nous appelle justement pour savoir si nous en avons déjà à disposition pour eux. Alors on l'a entendu, Intermarché, tout comme Carrefour, vend les masques chirurgicaux à prix coûtant, soit un peu moins de 60 centimes l'unité, mais aucun prix n'est imposé. La seule limite est fixée par le gouvernement qui supervise l'opération, soit moins de 1 € pour les masques chirurgicaux et une fourchette de 2 à 3 € pour les masques réutilisables. Alors cette arrivée en masse dans les magasins a quand même suscité un peu, disons-le, ce week-end, la colère des professionnels de santé qui ont rappelé qu'ils ont souffert d'une pénurie de masques au début de la crise et ils reprochent un peu aux distributeurs d'avoir gardé des stocks et d'être un peu les profiteurs de la crise. Oui, ce sont des propos qu'on a pu lire dans un communiqué des ordres des professions de santé qui s'indignent effectivement de ces centaines de millions de masques annoncés à la vente dans la moyenne et grande distribution. Alors, à ces attaques, voilà, la Fédération du commerce et de la distribution a répondu et expliqué vendredi dernier qu'il n'y avait pas de stock caché et que par ailleurs les masques FFP2 avaient été donnés au monde de la santé dès le début de la crise. Exactement, dès le début de la crise. Et donc la FCD ajoute aussi que les chiffres qui ont été annoncés par les enseignes sont des commandes effectuées qui vont être livrées au fur et à mesure progressivement. Et Caroline Gourjon, du coup, nous explique comment Intermarché a réussi à se procurer ces masques. On peut les vendre parce que tout simplement le groupe a réussi avec d'autres enseignes, bien sûr, pas seulement Intermarché, mais toutes les enseignes se sont rassemblées pour pouvoir les commander directement, ces masques. Et c'est vrai qu'au départ il y avait eu des pénuries parce que beaucoup de pays en ont demandé et on a eu beaucoup de mal à en avoir, mais maintenant on a réussi à avoir des quantités importantes pour pouvoir les distribuer à la population. Ce sont des masques chirurgicaux, ce ne sont pas les masques qui sont réservés pour les soignants, médecins, etc., pour les hôpitaux. Ce sont vraiment les masques chirurgicaux qui peuvent être distribués uniquement à toute la population. Merci beaucoup Stéphanie pour ce décryptage. Bon, vous revenez demain. Avec plaisir. Ça s'est bien passé cette première fois. Oui. Allez, super. On vous retrouve demain. Monsieur le préfet, quand même une question sur le reportage et ce que nous a proposé Stéphanie concernant ces masques. Est-ce que vous comprenez un peu cette polémique et est-ce que finalement elle n'a pas de sens parce qu'on n'imagine pas que la grande distribution ait gardé ces stocks-là pendant qu'il y avait une vraie pénurie en France? Oui, je comprends qu'il y ait une polémique. J'ai été saisi par le représentant départemental des professionnels de santé qui me dit mais il faut que vous réquisitionniez ces masques, monsieur le préfet, c'est pas normal, il y a des stocks cachés, vous l'avez très bien expliqué. Bien, effectivement, moi, c'est un débat national, il est propre au département du Gard. Des explications ont été données de part et d'autre, mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, on a expliqué que c'était des produits rares, et donc je comprends que maintenant que chacun d'entre nous va pouvoir les acheter, je comprends, d'abord il y a eu aussi des râleries, puisque de façon assez étonnante, mais ça a été réparé, mais tout récemment, les pharmaciens, paradoxalement, qui étaient en première ligne, pourtant, n'avaient pas le droit d'en vendre, ce qui est quand même assez paradoxal. Maintenant, ça a été réparé, et puis ensuite, les chiffres qui ont été annoncés peuvent faire réagir. Après, vous avez entendu comme moi que c'est des chiffres de commandes, et non pas forcément des choses qui ont été livrées, et on a vu en ce qui concerne les pouvoirs publics que parfois entre la coupe et les lèvres il y avait une grande distance, entre la commande et la livraison il y avait parfois beaucoup de temps, et même parfois des commandes qui n'arrivaient jamais parfois. Effectivement. Donc, j'espère qu'elles arriveront, mais il y a un décalage effectivement, et les chiffres sont importants, d'où les réactions. Et monsieur le préfet, dans les chiffres, il y a effectivement, j'en ai parlé aussi, les prix. Est-ce qu'il va y avoir des contrôles sur les prix et de quelle manière ils vont être faits ?
Ils vont être faits par l'administration qui est en charge de ces contrôles, c'est-à-dire l'administration assez bien connue de la concurrence, consommation, répression des fraudes, la même qui effectivement fait des contrôles l'été pour éviter que les prix ne flambent comme dans la période normale, dans la vie d'avant, si j'ose dire. Effectivement, vous vous souvenez que chaque été on faisait des opérations vacances pour s'assurer que certains ne profitaient pas des vacances pour pratiquer des tarifs forts. Cette administration aujourd'hui est incluse dans une direction qui s'appelle la direction de la protection des populations, la DDPP en initiale, et elle travaille, elle a des contrôleurs qui vont sur le terrain, qui vont effectivement y aller. Alors, ils n'y seront pas évidemment tout le temps, hein, il y a ces quelques contrôleurs, mais ils vont faire leur travail, les instructions, ils les ont reçues, et croyez-moi, ils sont bien déterminés à faire preuve de sévérité si c'est nécessaire. Et est-ce que c'est cette direction, pour rester un dernier mot sur la grande distribution, est-ce que c'est cette direction ou c'est plutôt vos services, monsieur le préfet, qui intervenez dans des hypermarchés, dans des supermarchés, où aujourd'hui nous remonte quand même auprès de nos lecteurs? Je sais que notamment également un homme politique ce week-end du Gard en a parlé, sur le fait qu'il y avait certains supermarchés qui ne respectaient pas toutes les consignes, toutes les mesures barrières, qui laissaient rentrer un peu tout le monde dans les magasins. Est-ce que ça va être contrôlé? Parce que quand on va arriver dans le déconfinement, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas dans les prochaines semaines, quand les gens vont vraiment sortir, ça va vraiment poser une difficulté si les règles ne sont pas respectées dans les lieux clos. Mais je vais au risque de vous surprendre, c'est déjà contrôlé, monsieur Samary. Quand on me signale, alors là, il faut que chacun aille jusqu'au bout du raisonnement. Je ne demande pas de rétablir l'époque sinistre des corbeaux, mais je veux dire, il faut que les professionnels, il faut que les consommateurs n'hésitent pas à signaler des situations qui leur semblent anormales. Moi, on m'en a signalé plusieurs et j'ai immédiatement envoyé. Alors, qui le contrôle là? C'est les services de police et de gendarmerie. D'accord, ah oui, directement. Je peux vous assurer, par exemple, que sur Alès, à ma demande, le sous-préfet a contrôlé la totalité des grandes surfaces d'Alès, plusieurs fois d'ailleurs. Il est allé plusieurs fois avec les policiers, hein, il n'est pas allé tout seul. Hein. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises à la suite de ces visites. Rajout, par exemple, de séparation en plexiglas pour les caissières. Enfin, il y avait certaines choses. Dans l'ensemble, la situation était satisfaisante, mais il y avait des points améliorés qui l'ont été. Bon, voilà, après, moi, il m'arrive aussi d'être consommateur. Alors, j'ai sans doute peut-être de la chance par rapport à la situation que vous décrivez, mais c'est vrai que dans les commerces que je fréquente, il y a de la distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée, il y a un vigile qui, à l'approche des caisses, veille à ce que les personnes ne soient pas entassées les unes sur les autres. Enfin, c'est ce que j'ai vécu, c'est un témoignage personnel. Je ne suis pas le seul à habiter Nîmes, donc il y a d'autres personnes qui ont dû le constater. Alors après, je n'aurais pas la bêtise de dire que ailleurs, tout est partout respecté parfaitement. Il n'y a aucune règle qui soit respectée parfaitement. Mais aidez-nous à la faire appliquer. Aidez-nous. D'abord, vous pouvez le dire en tant que citoyen, vous pouvez en faire la remarque aux commerçants. Et de toute façon, si vous ne souhaitez pas le faire, si vous estimez que c'est trop risqué, écrivez-nous. Nous, on demande simplement qu'on nous signale les situations et je prends l'engagement de faire contrôler tous les cas qui me seront signalés, comme je l'ai fait par exemple à Alès. En dit un mot, des petits festivals, des fêtes votives. Est-ce que tout ça va pouvoir se dérouler cet été ? Ou est-ce que c'est trop tôt encore? Ça me semble très compliqué. Je sais bien, tout le monde prend appui sur les déclarations du ministre de la Culture, M. Riester, qui avait ouvert ou entrouvert une porte pour ce qu'il avait appelé les petits festivals, notion qui n'a pas été définie outre mesure d'ailleurs. Hein. Nous sommes pour le moment dans l'attente d'instructions là-dessus, mais je ne vois pas trop, franchement, pour essayer de ne pas me dérober là non plus à votre question, honnêtement, je suis très pessimiste pour la tenue de festivals cet été. Pourtant, on a entendu dire qu'en plein air, moins de 5000 personnes, c'était des choses qui étaient possibles. Oui, c'est ce qu'on a entendu dire, mais ça ne fait pas partie d'instructions que nous ayons reçues, si vous voulez. Hein. Donc, effectivement, il faut bien distinguer des choses qui se disent et des choses qui, après, font partie des instructions que nous recevions. Nous appliquons, c'est une administration d'État, elle applique les directives nationales. Hein. Bon, les directives nationales, malgré les déclarations du ministre de la Culture, elles consistent à privilégier le principe de précaution. Donc, alors, elles ne portent pas sur un cas aussi particulier que les fêtes votives, bien entendu. Là, nous ne sommes que quelques préfets. Mon collègue de l'Hérault, celui des Bouches-du-Rhône et moi-même a partagé cette singularité locale, bien très sûr. Sympathique. Hein, je l'ai souvent dit par le passé. Ça va rendre triste beaucoup de gens. Hein. Oui, je m'en rends compte, mais si écoutez, les fêtes votives n'ont pas lieu cet été. J'étais avec un des principaux aficionados nîmois il y a 2 jours. Nous évoquions la feria. Il me disait lui-même, bon, c'est vrai, imaginez, quiconque a vu le cours Victor Hugo à n'importe laquelle des férias, aussi bien effectivement à celle évidemment de Pentecôte, à laquelle tout le monde pense, mais même à celle des vendanges, se rend bien compte que comment voulez-vous réguler cela? Et une fête votive, si vous êtes allé comme moi et comme beaucoup de Nîmois, beaucoup de personnes étrangères à la région aussi, assister à un abrivado, à des fêtes votives, à une soirée dans une fête votive,
Enfin, moi, j'ai pas été frappé par le principe de distanciation sociale. Hein. Ouais. C'est plutôt le contraire. Et je comprends d'ailleurs. C'est une occasion de convivialité. Mais imaginez qu'on va transformer ça en appliquant un principe de distanciation sociale. Très franchement, enfin, moi, je suis prêt à en discuter. Je sais, parce que ça, c'est très préoccupant, que ça pose de gros problèmes à toute l'économie de la course camarguaise. Il y a toute une économie qui se greffe là-dessus. Donc, je ne l'ignore pas. C'est avant tout à eux qu'on pense, d'ailleurs. Bien sûr, je le comprends. Et puis, ça fait partie de l'identité de cette région, de son âme. Je ferai le maximum. Moi, je suis prêt à débattre avec les organisateurs là-dessus, mais très honnêtement, et jusqu'à même en mettant des mesures, même en essayant effectivement de travailler pour permettre effectivement, alors ça sera plus les fêtes comme avant, mais qu'au moins on arrive à en tenir quelques-unes dans des plus petites communes. Même là, ça pourrait être compliqué. J'aimerais vous dire oui, mais vous voyez bien comme moi, il faudrait que les gens soient déjà assistants à brivade ou chose de ce type, à 1m50 les uns des autres. Qui va contrôler ça ? C'est absolument incontrôlable. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais été nommé hier dans ce département. J'ai assisté à beaucoup de fêtes votives, même si on m'a accusé parfois de leur faire des misères. Mais j'aime beaucoup les fêtes votives. J'ai assisté à beaucoup d'entre elles. Et effectivement, les gens sont... c'est normal, je le répète. C'est une occasion de convivialité. Ils sont les uns contre les autres. Alors, si on trouve avec des organisateurs des modalités qui permettent de la tenue de ces manifestations, moi je suis prêt à en débattre, je le répète, mais vous me demandez ce que j'en pense, je suis franchement pessimiste. Bon, est-ce qu'au moins on va pouvoir aller à la plage dans une semaine ? Vous allez dire que vous m'inviterez plus après ça. Vos auditeurs. Alors pas dans une semaine, mais n'invitez plus le préfet, c'est vraiment. Est-ce qu'au début de l'été, au moins ? Attendez, je suis comme tout le monde, moi aussi j'aime aller à la plage. Bon, après, pour le moment, vous le savez, le principe c'est toujours l'interdiction, jusqu'au 1er juin au moins. Ensuite, il a été dit qu'avant le 1er juin, le gouvernement reprendrait la parole pour dire ce qui se passait, notamment pour l'hôtellerie, la restauration et l'accès aux plages, et puis toute la saison touristique, parce qu'il y a toute une économie qui est sinistrée là-dessus. Bien sûr. Ça paraît compliqué, ou alors peut-être faudra-t-il faire, c'est ce que me disait l'un de mes collègues littoraux, comme ça s'est pratiqué aux États-Unis ou en Australie, c'est-à-dire que apparemment ils ont interdit aux gens de venir avec des serviettes et de prendre des bains de soleil. Vous avez le droit juste de venir soit se baigner, soit courir le long de la plage, mais en aucun cas s'asseoir pour prendre un bain de soleil. Je dis ça sous ma seule responsabilité. Oui. Très honnêtement, pour être franc avec vous, nous n'avons aucune instruction ne laissant entendre que ce point sera allégé dans les temps à venir. Parce que là, on pourrait quand même faire preuve, avec la distanciation sociale, en séparant les gens de 2 mètres, il pourrait être possible quand même mais en théorie, beaucoup de choses sont possibles, mais après, encore faut-il pouvoir les garantir, les contrôler. Et tout ce qui est plage privée, etc., est-ce qu'aujourd'hui, ils sont revenus vers vous pour vous demander s'ils devaient intervenir, commencer à monter effectivement leur structure ? Alors oui, ils m'ont demandé, et comme mes collègues du littoral méditerranéen, je les ai autorisés sous leur responsabilité à effectivement monter leurs établissements, puisqu'ils les démontent, vous le savez, pendant l'intersaison. Donc oui, ça sera monté, ça sera en place. Est-ce que ça servira ? Et surtout, on en parle avec un autre de mes collègues, est-ce qu'ils atteindront un certain niveau de rentabilité ? Parce que là, effectivement, c'est un cas dans lequel ce que vous disiez peut se concrétiser facilement, c'est-à-dire qu'on peut en effet espacer des lits, des chaises longues d'une certaine distance ou des tables pour la partie restauration. C'est possible. La question, c'est de savoir si une fois qu'on a fait ça, on est encore dans le seuil de rentabilité de l'établissement. C'est ça, et je sais qu'un certain nombre de professionnels, moi, mes collègues voisins me disaient, j'ai un professionnel qui m'a dit non, j'ai fait mes comptes, à ce compte-là, en respectant les précautions sanitaires, je préfère ne pas monter, ça coûte cher, et de toute façon, je rentrerai jamais dans mes frais. Donc ça n'engage que celui qui le lui a dit, mais c'est une question qui sera posée. Mais pour le moment, en tout cas, on ne leur a pas interdit de monter leurs installations. Un mot pour terminer sur la partie économique aussi, bien évidemment, vous en avez parlé, on a fait un peu le tour de certaines professions et de certaines activités qui sont bien évidemment sinistrées par cette crise. Quel est le message que vous portez aussi aux entreprises, aux chefs d'entreprise qui vont accueillir à nouveau des salariés en toute logique à partir de la semaine prochaine ? C'est un message qui est destiné à essayer de les rassurer, parce que pour avoir beaucoup discuté avec eux, je vous l'ai dit, on nous a demandé de mettre un accent particulier sur le bâtiment et les travaux publics, et là la question de la responsabilité des chefs d'entreprise pèse de très lourd. Ils me disent, écoutez monsieur le préfet, nous on comprend bien qu'il faut reprendre, et en plus nos employés, nos agents veulent reprendre, mais il y a un certain nombre de précautions que vous demandez de prendre qui sont très compliquées. D'abord ça a un coût.
On leur demande d'avoir, avant de commencer à travailler, qu'il y ait une prise en compte de toute une série de précautions. Ensuite, dans les cas de promiscuité, de travailler avec des masques, ce qui n'est pas simple. Ils me font observer en même temps qu'avec la chaleur. Bon, c'est quand même pas simple à faire. Hein. Malgré tout, sur le bâtiment des travaux publics, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment plus que l'amorce, ça commence à reprendre doucement. J'espère que les autres secteurs, le commerce en particulier, qui va être autorisé à rouvrir dès la semaine prochaine, pourra lui aussi redémarrer en douceur. Ce qu'il faut, le message, c'est d'essayer de les rassurer, qu'ils aient confiance. On va continuer à les accompagner. Hein. C'est le slogan qui a été pris par le ministère des Finances. Hein. On ne vous lâchera pas, on ne vous laissera pas tomber. Donc il nous appartient de le mettre en œuvre. Il y a la crise que nous traversons, mais elle ne s'arrêtera pas le 11 mai. Et il faudra qu'après le 11 mai, nous soyons toujours à leur côté, parce que la situation sera peut-être encore plus compliquée du point de vue économique après le 11 mai qu'avant. Là, tout le monde est un peu sous respirateur artificiel, si vous me permettez cette image. Le 11 mai, il y en a certains qui vont quitter le respirateur, mais il faut qu'on les aide à se tenir debout, qu'on les aide à remarcher tout seuls, et ça demandera encore beaucoup de soutien. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Il y en avait certainement encore plein de questions qu'on aurait pu vous poser, mais déjà, on trouve que vous avez répondu à pas mal de choses et pas mal d'interrogations en particulier que nos lecteurs se posaient jusque-là. Et j'espère qu'ils ont trouvé des réponses ce soir dans l'échange que nous avons eu. Merci une nouvelle fois.